Alors on continue cet après-midi avec deux tables rondes successives sur le thème des mineurs et de la radicalité ou de la radicalisation. Peut-être qu'on pourra parler un petit peu du terme le plus adapté. Deux tables rondes parce que c'est un sujet particulièrement complexe et qu'il est apparu intéressant de le traiter en croisant différentes approches. Alors pour cette première table ronde, nous accueillons Léa Calahorra, qui est psychologue, docteur en anthropologie et actuellement doctorante au département d'études psychanalytiques de l'université Paris 7 et sur un thème qui rejoint tout à fait notre table ronde, à savoir genre et radicalisation islamiste, les processus de radicalisation à l'œuvre chez les jeunes femmes françaises. Nous accueillons également Laurent Bonelli, qui est sociologue, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'université de Paris-Nanterre, qui est co-rédacteur en chef de la revue Culture et Conflits et qui vient de publier avec Fabien Carrier un livre qui est paru aux éditions du Seuil en 2018, La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français. Alors je propose à Léa Calahorra de commencer pour son intervention. D'accord. Tout d'abord, je remercie beaucoup l'AFMJF pour cette invitation. J'ai beaucoup hésité en préparant cette intervention à faire une sorte aussi à généraliser mon travail et faire une sorte de typologie, mais j'étais sans doute inhibée par la présence de Laurent Bonelli, qui je pense va faire ça très bien après. J'ai aussi hésité à faire quelque chose de plus psychopathologique, mais pour le dire d'emblée, je pense qu'il n'y a pas de psychopathologie particulière à la radicalisation et que tout ce qu'on a entendu ce matin, finalement, on le retrouve chez les femmes radicalisées, tel le mot qu'on emploie. Ma recherche se base sur un terrain que j'ai effectué l'année passée d'une dizaine de mois en milieu carcéral, où j'ai rencontré une douzaine de femmes inculpées pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Je les ai rencontrées à raison, enfin pas toutes, à raison d'une fois par semaine, pas toutes, mais je ne sais pas, une bonne dizaine à raison d'une fois par semaine pendant plusieurs mois. Donc c'est à partir de ce travail que je vais vous parler aujourd'hui. Alors j'ai rencontré des femmes majeures, pas mineures, mais qui ont été mineures avant d'être majeures et qui souvent se sont radicalisées quand elles étaient mineures. Bon, j'ai décidé de faire une présentation finalement assez ethnographique, si on peut dire, c'est-à-dire je vais vous parler de deux situations assez différentes l'une de l'autre et à travers elles évoquer certains thèmes et on retrouvera certainement aussi des choses que dira Laurent Bonelli après. J'aurais pu intituler cette présentation d'une vie vulnérable à une vie précaire ou alors du sujet vulnérable au sujet précaire. Le vulnérable vient de blessure, vulnus, et le sujet vulnérable est le sujet exposé aux blessures qui peut être blessé, qui peut être facilement atteint, attaqué. Et comme on en a beaucoup parlé ce matin, ces jeunes femmes ne font pas exception. Et précaire vient du latin precarius, obtenu par la prière, de prex, précise, prière. Le sujet précaire est donc celui qui doit prier constamment, notamment pour qu'on lui concède des droits, qui est dans une dépendance quasi totale. Pourquoi ce titre ? Parce que la plupart des femmes que j'ai rencontrées, dont je vais vous parler, ont en effet été exposées à de nombreuses blessures avant de se tourner vers l'intégrisme religieux, vers une vie de prière, de soumission à Dieu, mais vers une précarité furieuse, souvent haineuse et violente. Ces femmes lient leur vulnérabilité au fait d'être une femme, et c'est souvent dans une quête de ce que pourrait être une femme respectée, qui se respecte, qui s'aime elle-même, une femme pure, non souillée, une vraie femme, je reviendrai sur ce terme de vrai, que ces jeunes filles se sont tournées vers l'organisation État islamique. Et ont recherché des hommes de plus en plus intègres, se tournant dans cette recherche vers des hommes de plus en plus intégristes. En introduction, rappelons que la France est un des rares pays à incarcérer de manière systématique toute personne revenant de Syrie, donc je ne parle pas spécifiquement des mineurs. Pour la plupart des pays européens, tels l'Allemagne, avoir été sur zone n'est en effet pas un motif d'incarcération.
Madame Sauvage, chargée de mission au comité interministériel de la prévention, de la délinquance et de la radicalisation, parle ainsi d'une spécificité française, surtout en ce qui concerne les femmes et en ce qui concerne le choix qui a été fait de les incarcérer et de les séparer de leurs enfants. Pour les femmes, l'incarcération est systématique depuis les attentats ratés de Notre-Dame de Paris en septembre 2016, et il y eut ainsi une forte évolution du traitement pénal réservé aux femmes. Avant, elles étaient considérées plus comme des victimes d'embrigadement, mais aujourd'hui, il s'agit de les traiter à l'égal des hommes. Donc, je dirais on retrouve toute la discussion qu'on a eue ce matin sur la place de ces femmes et comment est-ce qu'elles doivent être traitées. Donc c'est dans ce contexte d'extrême judiciarisation que j'ai fait mon terrain. Et les femmes qui ont accepté de me rencontrer ne sont a priori, je le précise quand même, pas les plus dures. Il y a en effet, en gros, pour le dire d'une manière très générale, 2 groupes en détention. Les plus convaincus par la religion, par l'idéologie de l'État islamique, et celles qui doutent, qui cherchent à s'en éloigner. Et celles que j'ai rencontrées, qui m'étaient présentées ensuite étaient volontaires pour me voir, apparemment font plutôt partie de ce deuxième groupe. Elles étaient, c'était l'année dernière, donc elles étaient en attente de jugement. Cette attente de jugement dans le cas d'accusation de terrorisme s'avère être très longue, vous le savez. Et précisons aussi qu'il ne faut pas attendre d'être jugé coupable ou non pour porter le stigmate du chef d'accusation. En maison d'arrêt, entre détenus et face au personnel pénitentiaire, il n'y a pas de présumé innocent, si je puis dire. Ces femmes sont par exemple toutes nommées terro pour terroristes ou tis pour terroristes islamistes par le personnel pénitentiaire, mais aussi par les autres détenus qui se réapproprient ces qualificatifs, alors même qu'elles n'ont pas encore été jugées. La punition n'est alors pas seulement la détention, mais bien cette appellation auquel elles risquent peut-être de s'identifier alors qu'elles ne sont pas auteurs d'actes terroristes. En tout cas, ce chef d'accusation a un très fort effet de subjectivation et est très mal vécu par certaines d'entre elles. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les récits de 2 jeunes femmes, de récits qui mettent en avant ce passage d'un sujet vulnérable à un sujet précaire. Et dans ce cheminement, je vais insister sur le rapport qu'ont eu ces jeunes filles à la loi, à la justice, aux institutions, à la plainte aussi. Michel Vievorka, qui a travaillé sur les terroristes d'extrême gauche et corse aussi, raconte que les récits qu'il a obtenus alors étaient idéologiques, politiques, ne concernaient que les idées, et qu'aujourd'hui les récits qu'il entend concernant les femmes engagées dans l'État islamique, et les hommes aussi d'ailleurs, sont beaucoup plus psychologiques dans le sens où les engagés se racontent volontiers, ils se plaignent par de leur malheur, de leur souffrance, de leur fragilité. Cela est-il le signe d'une approche différente des chercheurs et plus généralement de la société vis-à-vis de ces hommes et femmes, ou est-ce le signe d'un engagement différent, d'une nouvelle forme de radicalisation ? Les blessures, la vulnérabilité occupent-elles une place inédite dans la radicalisation actuelle ? C'est une question à investiguer. Donc, comment de blessures non pensées dans les 2 sens du terme, des jeunes femmes se sont-elles tournées vers la prière et engagées au sein de l'organisation État islamique ? Pourquoi la vie précaire, une vie de dépendance totale, est-elle devenue la solution pour ces femmes à une vie vulnérable ? Est-elle venue pour mettre un terme à cette vie, à ce féminin exposé aux blessures de différentes manières, comme on va le voir. Donc les 2 cas que je vais vous présenter sont très différents l'un de l'autre. L'une a une longue histoire de placement, de prise en charge par la PJJ et par l'ASE et ressemble à certaines vignettes qu'on a entendues ce matin. L'autre était inconnue des services judiciaires. Et ce qui m'intéresse aussi dans ces récits, c'est la manière dont elles vivent la détention, ces 2 femmes aujourd'hui, et le lien qu'on peut peut-être faire avec un grand bémol entre le sens qu'elles donnent à leur détention, à leur peine et leur passé. La première que je nomme ici Laura est une jeune fille arrivée mineure en détention, donc qui est accusée d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Je l'ai rencontrée quand elle était majeure. Elle s'est radicalisée avec son conjoint. Ils ont eu de nombreux échanges avec des Français présents en Syrie et ont évoqué sur Internet la possibilité de faire un attentat sur le sol français. Laura n'a jamais quitté la France et on va voir qu'elle a un parcours assez chaotique. Donc lorsque je la rencontre,
Elle est sous antidépresseurs, elle est mère d'un bébé de 11 mois né alors qu'elle était détenue. Quand je la rencontre, elle vient de quitter la nurserie, elle a eu des difficultés à la nurserie, elle avait été d'ailleurs mise du côté des femmes enceintes alors même qu'elle avait accouché parce qu'elle avait des conflits violents avec, c'est pour mettre un peu en contexte ce qui peut se passer là-bas, avec certaines mères. Elle était un peu le bouc émissaire du quartier au point que que dans ces conflits, certaines femmes s'en étaient prises à son bébé pour qu'ensuite elle soit elle-même accusée qu'il y ait des bleus visibles sur ce bébé et qu'elle-même soit éventuellement accusée de mauvais traitements envers lui et qu'on place cet enfant. Finalement, elle est suivie par le psychologue et elle a décidé elle-même de placer son enfant parce qu'elle n'arrivait pas à bien s'en occuper. Elle est encore beaucoup plus adolescente, si on peut dire, que mère. Sa mère est une Espagnole catholique croyante, j'ai changé pour anonymiser, j'ai changé quand même beaucoup de choses, très fragile et dépressive, et son père est un homme qui ne l'a pas reconnue, qui a fait de la détention auparavant. Je ne connais pas son histoire dans le détail, mais voici ce que je peux en dire. Elle a connu jeune le foyer, les familles d'accueil, et elle est placée en hôtel seule à 14 ans. C'est à cet âge-là, ou peu de temps après, qu'elle rencontre Thomas, qui a 18 ans. Elle dit de Thomas qu'ils ont la même histoire, un père absent, des demi-frères et sœurs, un sentiment d'abandon. Ils regardent ensemble des vidéos spirituelles sur la mort, ce qui leur donne envie, dit-elle, de se convertir. Durant cette période, elle subit une agression au couteau, elle a peur, et c'est, dit-elle, le fait d'avoir côtoyé la mort qui l'incite à devenir encore plus religieuse. J'avais failli mourir sans être une vraie musulmane, j'avais peur. On retrouve, petite parenthèse, ce signifiant vrai qui me semble très important. J'ai montré ailleurs comment ces femmes ne cherchaient pas, il me semble, tant à être de bonnes musulmanes vertueuses que de vraies musulmanes pures. Et l'analyse de ces signifiants dans leur discours peut aussi d'ailleurs être un élément peut-être de repérage, de radicalisation. Et comment dans cette quête d'être une vraie musulmane pure, l'État islamique d'ailleurs fonctionne comme une agence de vérité en leur proposant vraiment une réponse à ce que peut être, à ce que serait une vraie femme, en leur proposant d'être une vraie femme ou un vrai homme. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Laura avait par ailleurs subi de nombreux harcèlements et agressions, dont d'ailleurs une violente agression sexuelle, et elle se met à porter le voile. Elle a un discours assez construit sur le fait qu'elle cherche à se protéger. Avec Thomas, ils vivent dans une bulle, ils parlent, c'est ces mots, ils passent leur journée à regarder des vidéos, elle se sent prête à mourir pour la Oumma, comme elle dit, et elle se sentait, dit-elle, comme des, je la cite, super-héros qui allaient faire le bien. Elle tombe enceinte, elle et Thomas se font arrêter alors qu'elle est enceinte de 5 mois et qu'ils vivent chez la mère de Thomas, et que, dit-elle, la grossesse avait fait qu'ils étaient focalisés plus sur l'arrivée de cet enfant et moins sur les réseaux sociaux et dans ce projet où je ne sais pas à quel point il était construit d'attentat. Et elle est alors mineure et elle décrit notamment cette arrestation comme très brutale et humiliante. Donc elle explique ainsi l'envie qu'elle a pu avoir de s'en prendre aux institutions, notamment aux policiers, à la société française, je la cite. « Je n'ai pas été protégée, j'avais une patte, une spaghetti pour me défendre quand les autres avaient des armes. J'ai été placée dans un hôtel quand j'étais un bébé, pire qu'un bébé, car à 14 ans, on peut vraiment risquer sa vie. » Elle raconte aussi avoir voulu porter plainte contre un de ses agresseurs, mais qu'alors la police s'était moquée d'elle et que l'affaire fut classée sans suite. Donc elle dit assez clairement qu'elle avait une envie de se venger et qu'elle comprenait très bien la haine que l'on pouvait ressentir envers les institutions et plus particulièrement dans son discours les policiers. Donc la trame de sa vie, on l'entend, celle autour de laquelle en tout cas elle construit son récit, est faite de rejet, d'abandon, de non-assistance, de non-confiance dans les institutions. À propos des difficultés par lesquelles elle est passée, elle dit « On se met des pansements, mais ils s'en vont ». Elle se plaint clairement de n'avoir jamais été écoutée et sa vulnérabilité et ses blessures sont vivaces. Elle se décrit vraiment et se définit à travers elle. Elle vit mal sa détention, sa maternité, et elle aussi en détention entre des périodes de dépression et de rigorisme très religieux. Elle a notamment des conflits avec d'autres femmes à ce sujet. La deuxième jeune femme dont je vais vous parler a une histoire très différente, inconnue de la PJJ, de l'ASE ou de la police. Je l'ai nommée Nadia, je l'ai rencontrée
lorsqu'elle venait d'arriver de Syrie, qu'elle avait fui la Syrie, et elle avait, je ne sais pas exactement, tout début vingtaine. Nadia a grandi dans une petite ville de province. Elle est issue de parents immigrés d'un pays du Maghreb. Elle est la dernière née d'une grande fratrie. Elle décrit ses parents comme étant religieux mais peu pratiquants. Et c'est vers l'âge de 15 ans, à l'âge auquel elle se déscolarise, qu'elle commence à s'intéresser à l'idéologie sous l'influence de proches. Elle se met à l'âge de 17 ans à porter le djilbab, et là aussi, elle invoque beaucoup le fait de se protéger des hommes. Mais alors c'est assez intéressant parce qu'elle évoque plus le fait de se protéger de ses propres penchants. Elle dit qu'elle se sent faible face aux hommes, et donc elle attend du voile qu'ils viennent lui poser des limites. Donc c'est autant des hommes que d'elle-même qu'elle veut être protégée. On entend bien ce qui a été dit précédemment chez les adolescents, enfin aussi cette peur du surgissement du sexuel dont elle ne sait pas quoi faire. Après, porter le voile s'inscrit aussi dans ce qu'elle décrit comme une quête d'un homme religieux, équivalent pour elle à l'époque à un homme intègre, protecteur. Pour elle, c'est envoyer un signal finalement de maturité sexuelle. C'est pas j'insiste parce qu'on a souvent entendu ça dans les médias, c'est pas se retirer du tout de la sexualité, il me semble. C'est au contraire envoyer un signal de maturité sexuelle à des hommes à qui elle se destine. C'est d'une certaine manière dire, voilà, pour toi, musulman pratiquant, je suis sexuellement accessible. Et c'est petit à petit qu'elle va se radicaliser dans cette quête. Elle se marie avec un ami d'enfance qui la quitte alors qu'elle est enceinte. Donc c'est une femme qui est partie en Syrie avec son bébé en bas âge. Et c'est suite au départ de son mari qu'elle cherche alors qu'elle est enceinte, elle est assez perdue, elle cherche des hommes à tout prix, elle a beaucoup d'histoires malheureuses. Alors on retrouve énormément ça, et c'est aussi à investiguer, c'est-à-dire des rencontres très malheureuses avec les hommes, une impossibilité de rencontres heureuses. Et elle est souvent maltraitée, elle supporte cette maltraitance. Et puis finalement, elle cherche un homme de plus en plus intégriste parce que ça signifie pour elle intègre. Elle rencontre quelqu'un qu'elle va aller rejoindre en Syrie, qui va être violent envers elle en Syrie, et elle a peur pour son enfant à un moment, et c'est ça qui va la pousser à fuir finalement la Syrie, parce qu'elle dit c'est là ma limite, c'est-à-dire je peux supporter la violence contre moi, mais pas contre mon enfant, et elle va fuir après. Alors elle a passé 2 mois et demi sur le sol syrien. Ce qui est intéressant avec cette femme, c'est que, donc je l'ai vue pendant une dizaine de mois, c'est que petit à petit, le tableau qu'elle dresse de son enfance et de sa famille va considérablement évoluer. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai présenté cette situation, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un, à la différence de la première, qui va mettre en avant ce qu'elle a pu vivre, et il va falloir du temps pour que les choses sortent. Moi, elle décrit une relation fusionnelle avec sa mère. Elle dit de cette relation, c'était juste de l'affection mais pas d'éducation. Elle a dormi avec sa mère jusqu'à son mariage à elle, et petit à petit, elle dira qu'il n'y avait pas de communication entre elles, dans le sens où sa mère ne la guidait pas, ne lui indiquait pas ce qu'il était bien de faire ou de ne pas faire, mais surtout ne la défendait pas, ne la protégeait pas. Alors, par exemple, qu'elle a subi de la maltraitance à l'école. Voilà. Elle était à la fois, me dit-elle, couvée d'affection, mais livrée à elle-même, non protégée. Elle a donc cherché, dit-elle, des hommes et de l'État islamique une éducation. Comme je n'ai pas été éduquée, dit-elle, c'est eux qui doivent m'éduquer. Raisonnement qui lui a fait accepter énormément de violences qu'ils ont pu avoir à son égard. Pendant plusieurs mois, Nadia, elle décrivait son père comme un homme très ouvert et affectueux. Elle se plaignait du fait qu'il lui laissait trop faire les choses. À ses frères et sœurs, disait-elle, il leur avait donné des limites, mais avec elle, il était souvent absent, et lui non plus ne l'avait pas éduquée. Trop gâtée, livrée à elle-même, sans limite. C'est ainsi qu'elle se décrit pendant plusieurs mois, et c'est l'image qu'elle donne. Et en fait, après plusieurs mois d'entretien, c'est une autre facette du père qui est apparue dans son discours. Alors, il n'apparaît pas comme une révélation. Elle dira « Mon regard a changé, je me sens mieux, je me sens mieux, j'ai plus de caractère, mes souvenirs reviennent, je vois les choses autrement. » Et elle va raconter finalement la très grande violence d'un père alcoolique qui a pu être extrêmement violent envers sa propre mère. Et c'est
quand même, il faut le dire, c'est le passage par la détention qui va lui faire nommer les choses autrement. Elle va se rendre compte petit à petit que sa mère, finalement, est passée par un passage dépressif, que son père a pu être violent même sexuellement envers la mère, ce qui n'empêche pas qu'elle continue à le protéger en détention, et ce père, d'ailleurs, mourra alors qu'elle est incarcérée. Elle dit qu'elle a peu assisté à ces scènes et qu'elle n'en est pas traumatisée, mais on entend quand même le trauma à travers ça. Elle finira même par raconter une scène enfin, c'est là où je trouve ça aussi intéressant, de dire qu'elle ne nommait pas comme agression sexuelle, où elle avait l'impression que c'était que finalement elle s'était comportée comme elle avait dû le faire, et qu'en fait elle pourra en dire c'est un viol. Donc on peut penser que les effets du trauma ont empêché à Nadia de se considérer comme victime et d'aller demander de l'aide. Pour ne pas trop souffrir, elle s'est clivée à oublier ses violences vécues. Est bien présente dans son histoire l'absence de confiance dans les institutions et dans les parents qui ne la protègent pas, mais c'est une autre histoire de vulnérabilité qu'elle présente. Se pose la question alors de comment protéger des mineurs qui sont victimes de violences quand eux-mêmes ne peuvent pas nommer les choses et protègent leurs parents. Une autre, d'ailleurs, me raconta qu'elle fut victime très jeune d'abus sexuels, mais qu'elle n'en a jamais parlé par honte, pour ne pas créer de soucis à sa mère. Une autre encore, qui a été un temps au foyer et qui fut aussi agressée sexuellement, dira qu'elle a raconté ça à ses parents qui n'ont pas porté plainte, sa mère lui disant que, je la cite, « son hymen n'est pas percé et que c'est cela qui compte ». Nadia, contre toute attente, se saisit de ce temps passé en détention, après la Syrie, et de l'aide qu'elle peut demander pour se reconstruire. Alors que pendant plus d'1 mois, à son arrivée, elle répétera inlassablement être très déçue par la France, par ce pays qui n'essaye pas de la comprendre, cela va évoluer. Au 2e entretien, elle explique en effet qu'elle a peur d'avoir de la haine ici en prison. Elle manifeste de la colère contre eux. Eux, ils n'essayent pas de nous comprendre, dit-elle. Ici, ils ne nous laissent pas de seconde chance. Elle est, dit-elle, dégoûtée de la France. Elle me rapporte une phrase d'une détenue qui, elle aussi est là comme pour des faits de terrorisme. Et elle dit « Elle est là, mais n'a rien fait. Cette femme lui a dit « Je vais mettre une bombe en sortant, quitte à être là, que ce soit au moins pour quelque chose. » Et Nadia, pendant les premiers mois où elle est en détention, se réapproprie cette pensée. On observe dans son parcours une très grande attente envers la France et les institutions, même si elle n'a pas eu affaire à elle directement avant, enfin l'école bien sûr, mais elle me parle d'une émission à la télévision lors de laquelle une journaliste demande à un avocat d'un autre pays s'ils n'ont pas peur des djihadistes qui reviennent et qui dans ce pays apparemment ne sont pas mis en prison. Et la réponse de cette journaliste, de cet avocat dans cette émission sont, me dit-elle, non car ils ont besoin de nous, réponse-t-elle. Ces revenants ont besoin de nous. C'est différent ici, me dit Nadia. Haine contre haine, on répond à la haine par la haine. Mais malgré tout, et petit à petit, elle va mieux. Elle a de nombreux conflits avec d'autres femmes inculpées d'AMT qui critiquent la manière dont elle s'habille, le fait qu'elle aime danser, mais tout ça va la faire énormément travailler. Et elle dira, après plusieurs mois passés en milieu carcéral, que la détention est finalement un mal pour un bien. Il lui fallait un électrochoc, me dit-elle. Je lui demande de me préciser la manière dont elle se sent changer. Elle me dit « J'arrive à distinguer le bien du mal ». Bon, je précise bien sûr que ce témoignage ne permet pas de défendre en tant que tel la détention, ce n'est pas du tout le but, et je ne sais pas comment elle va d'ailleurs aujourd'hui, la temporalité étant un facteur très important. Nadia, à la différence de Laura, a-t-elle pu se saisir de quelque chose de l'institution, car elle n'était pas ravagée par une histoire impossible avec les institutions, car elle n'était pas envahie par la haine. Laura s'est engagée dans l'État islamique en ayant comme force motrice la haine, à la différence de Nadia. Ces deux histoires, anecdotiques, singulières, mais représentatives, mettent au jour des problématiques propres à l'adolescence, la quête de protection, de limites, de lois, le besoin de se trouver un groupe auquel appartenir. Nadia et Laura, dans des récits très différents, décrivent toutes deux à leur manière le fait d'avoir été livrées à elles-mêmes. Elles ont toutes deux eu des pères absents, des mères vulnérables. Elles décrivent la difficulté à être en relation avec un homme, les rencontres malheureuses. Elles lient leur vulnérabilité au fait d'être une femme, à ce corps féminin naissant qui ne leur a très vite plus appartenu dans leur représentation.
Et devenir une femme engagée dans l'État islamique, c'est a priori reprendre possession de ce corps, donc il y a quelque chose de très actif là-dedans, et avoir une place honorée dans la société tout en ne renonçant pas à de nombreux excès, jouissances, adolescence. C'est là tout le paradoxe et l'attrait de l'État islamique. Enfin, une autre me décrira bien comment elle pouvait, en Syrie, conduire une 4x4 dans le désert. Enfin, il y a aussi énormément, c'est pas du tout... même des jeunes filles timides, orangées, enfin, voilà. En organisant la sexualité, l'État islamique promet une morale sexuelle implacable et permet de résoudre aussi en l'évitant le problème qu'elles évoquent très fréquemment de ne pas savoir dire non. Dans ces vies d'exposition à la vulnérabilité, à la blessure, la prière est venue comme ultime protection pour sortir de la vulnérabilité. Et l'État islamique s'est posé comme une institution, finalement, protectrice, revancharde, loyale, sous un modèle familial qui allait leur faire justice. Elles ont des histoires qui manquent de liens, faites de ruptures. Et le retour en France après la Syrie est vécu comme un autre moment discordant. Et je voudrais terminer sur ce point. C'est-à-dire que pour celles qui ont fui, je parle de celles qui ont fui donc, dans la Syrie et l'État islamique, de certaines d'ailleurs, leur séjour là-bas fut certes une déception, il a ramené un peu de réel, mais je n'appellerai aucune de celles que j'ai rencontrées, j'ai un faible échantillon si on peut dire les choses comme ça, repenties. Aucune ne regrette vraiment ce séjour, ou si elle le regrette, ce n'est que rarement le fait d'être partie qu'elle regrette, mais ses conséquences, la violence du retour en France, l'incarcération, la séparation d'avec leurs enfants. Elle parle de la Syrie avec tristesse, trauma, colère, mais aussi nostalgie. L'une me dit « La Syrie, c'était le meilleur et le pire de toute ma vie ». Elles ne regrettent pas, mais ne soutiennent pas pour autant l'État islamique. Lorsqu'elles reviennent de Syrie et se retrouvent en milieu carcéral, souvent elles ont peur de perdre la religion qui est si structurante pour elles, mais en même temps elles sont en quête d'une bonne religion, loin de l'idéologie. Nadia affirme par exemple que d'une part, si elle avait été plus religieuse, elle ne serait pas partie, et d'autre part, elle craint de perdre la religion et de faire n'importe quoi, de se retrouver sans limite, dit-elle. On entend bien le rôle structurant de la religion. Elle me raconte que lorsque quelqu'un lui a demandé comment elle se voyait dans 5 ans, elle a répondu avec un tatouage. Je lui demande quel tatouage elle voudrait se faire. Elle me répond qu'elle voudrait écrire « Tu es le risque que j'ai pris », le tu renvoyant à la Syrie et à l'homme qu'elle a suivi là-bas. Sa mère, enchaîne-t-elle lorsqu'on parle de ça, n'aime pas lorsqu'elle parle de la Syrie. Mais c'est ma vie, lui rétorque-t-elle. Cette fois, elle veut inscrire la Syrie sur son corps, ne pas ressortir vide de cette expérience. Les femmes que j'ai rencontrées se plaignent beaucoup, comme Nadia, d'être peu entendues sur ce qu'elles ont vécu là-bas en Syrie, que ce soit par les psychiatres, les différents psys, les juges, leurs parents, qui attendent tous d'elles qu'elles n'en racontent que l'horreur et qu'elles renient complètement cette période de leur vie. Il me semble fondamental de pouvoir les écouter sur tout, notamment sur l'aspect traumatique de ce séjour là-bas, pour les réintégrer et donc intégrer avec elles leur histoire, leur parcours, pour créer des passages et non de nouvelles ruptures dans leur vie, et peut-être leur permettre d'exister autrement que par la violence. Voilà, merci. Merci pour cette très riche intervention. Peut-être qu'on pourra réserver des questions après l'intervention de Laurent Bonelli qui nous parle des enseignements tirés d'une enquête sur des mineurs radicalisés suivis par la PJJ. Oui, bonjour. C'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. Alors, désolé, j'ai pas pu suivre vos travaux ce matin, donc je vais il y a peut-être des choses que je ne vais pas, qui ont été dites et que je vais répéter. Alors, ce que j'aimerais faire rapidement dans le temps qui m'est donné, c'est revenir sur une enquête que j'ai menée avec Fabien Carrier sur les dossiers de 133 mineurs qui étaient poursuivis pour des affaires de terrorisme ou signalés pour radicalisation, pour des faits de radicalisation par les professionnels de la justice des mineurs. Bon. Pour le dire très rapidement, il y en avait 68 d'entre eux qui étaient poursuivis pour des affaires terroristes. C'est la quasi-totalité des mineurs qui ont été poursuivis pour des faits de terrorisme entre 2012 et 2017. Il en manque quelques-uns à la fin de l'année 2017. Et le reste
est un échantillon qui a été pris parmi les à peu près 900 mineurs qui étaient signalés au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire des jeunes qui étaient suivis pour des mesures pénales ou en termes de protection, mais pour lesquels les professionnels avaient jugé qu'il y avait des comportements, des attitudes, des propos qui laissaient penser une radicalisation. Alors, cette enquête a été permise par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et Catherine Sultan, que je remercie ici au passage d'avoir permis cette enquête. Son ambition, c'était évidemment, Léa vient de le dire, elle a pu mener des entretiens avec des femmes en prison, mais c'est pas simple, hein, c'est pas très facile pour notamment des sociologues. Bonjour, vous avez commis des attentats, vous voulez me parler de vos parents. Bon, c'est pas très très simple. Donc l'idée, c'était pour essayer d'avoir accès à un certain nombre de jeunes qui étaient passés par effectivement des passages à l'acte, des départs vers la Syrie, etc., c'était d'utiliser la formidable source d'information qu'est précisément le travail des professionnels de la justice des mineurs. Puisque vous savez que pour tous ces jeunes, vous avez toute une série de mesures d'enquête qui ont été menées, des MJE, etc., c'est-à-dire des entretiens avec des éducateurs, des entretiens avec les parents, des visites au domicile, bref, un volume tout à fait considérable d'informations qui permet de rentrer très avant finalement dans des histoires familiales dans lesquelles on voit se dérouler des histoires de migration, des conflits intergénérationnels, des scolarités, c'est-à-dire toute une information tout à fait riche. Donc l'idée, c'était de mettre ce matériau à profit pour essayer de comprendre un petit peu les logiques qui étaient derrière ces processus de radicalisation. Alors, juste un détail, évidemment, vous vous doutez bien que les professionnels de la justice des mineurs ne travaillent pas pour les sociologues, hein, pas encore. Donc, évidemment, il nous fallait objectiver cela. Donc, on a mené une soixantaine d'entretiens avec les professionnels qui avaient écrit ces documents. Qu'est-ce qu'on met pas dans un rapport, qu'est-ce qu'on dit au téléphone au juge, bref, vous voyez évidemment tout ça, de sorte à pouvoir objectiver un peu ce matériau. Alors, on a un échantillon genré, on a beaucoup de garçons, on a plus de 70% de garçons, mais on a 30% de filles, vous voyez, ce qui n'est pas rien, évidemment, pour les choses qui nous occupent. Et au fond, ce que je vais essayer rapidement de vous présenter dans sa dimension genrée, vous allez voir que finalement, derrière ce qui était enregistré à l'époque, au moment de l'enquête, sous radicalisation, vous allez voir, existent des logiques très très différentes. Vous allez voir que derrière ce que finalement on a enregistré, derrière des comportements qui en apparence peuvent avoir l'air similaires, on peut déceler des logiques différentes pour les individus. Ça paraît complètement abscon comme ça, mais je vais rentrer dans le détail, vous allez voir ce que je veux dire. Alors, premier élément, je pense avant que je vienne sur la dimension de genre proprement parlée, il faut faire très attention quand on parle de radicalisation. On parle de beaucoup de choses, c'est-à-dire que très souvent c'est d'abord une catégorisation institutionnelle. C'est-à-dire, nous, institutions, nous apposons un label qui est radicalisation. Vous allez voir sur des comportements qui, parfois, ont beaucoup plus à voir avec de la provocation, par exemple, qu'avec de l'engagement. Donc, il faut faire déjà très attention. On ne peut pas penser la question de la radicalisation. Il n'y aurait pas une radicalité pure, vous voyez, qui flotterait comme ça dans l'espace. Ce qui est défini comme radicalisation, ça fait l'objet d'un processus de labellisation, de catégorisation institutionnelle, et il ne faut pas l'oublier. Vous allez voir que dans l'enquête, il y a des jeunes filles qui ont juste mis un voile sur leur tête et ça a été catégorisé comme tel parce que ça posait problème aux parents. Je vais vous montrer pourquoi. Et que dans le contexte qui est le nôtre, avec des attentats en toile de fond, si vous appelez une cellule préfectorale aujourd'hui en disant « ma fille a mis un voile », il est possible que la cellule préfectorale l'enregistre. Il est possible qu'on sollicite le procureur de la République pour ouvrir une enquête. Il y a 15 ans, ça n'aurait pas été le cas. On aurait dit « bah oui, tant pis pour vous, tant mieux pour vous, enfin, vous vous démerdez, ce n'est pas notre problème ». Et peut-être que dans 15 ans, ça ne sera plus du tout la question. Bon, ça a l'air un détail, ce n'est pas un détail ce que je vous dis. C'est extrêmement important parce que vous allez voir que sans doute, aujourd'hui, l'essentiel des comportements signalés par l'éducation nationale, par les CEPRAF, les cellules préfectorales, etc., n'ont en réalité pas grand-chose à voir avec les gens dont vous a parlé Léa, c'est-à-dire des gens qui, à un moment donné, ont eu un engagement idéologique ferme sur cette cause-là. C'est quelque chose de très important. Je vais vous donner des exemples de ce que je suis en train de vous dire. Alors, deuxième élément, avant que je continue mon argument, vous allez voir, faites très très attention aux questions des profils. Les profils, c'est quelque chose qui n'existe pas. Des gens, comme a parlé Léa, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 100, il y en a des dizaines, voire des centaines de milliers dans notre pays. Et l'essentiel des gens qui ont ces caractéristiques-là ne sont et ne seront jamais concernés par les problématiques qui nous occupent. D'accord ? Faites attention, vous voyez, à cette idée qu'on a toujours
envie d'avoir des profils. Et on en a encore plus envie quand on est un professionnel et qu'on se dit est-ce que je dois faire attention à cela? Vous allez voir, ce n'est pas parce que je vais vous décrire des propriétés données que c'est explicatif en soi, puisque beaucoup de gens ont ces propriétés-là et ça ne se passe pas. Voilà, ça c'était des préalables méthodologiques, vous n'en voudrez pas, mais il fallait les poser. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? On a fait un peu, pour ceux qui ont fait un peu de sciences sociales, comme Durkheim sur le suicide. Vous savez que Durkheim s'est intéressé au suicide. Le suicide, vous mourrez, hein, généralement, c'est le résultat, mais vous pouvez vous suicider selon des raisons et selon des manières tout à fait différentes. Il y en a qui se suicident parce qu'il y a trop de règles, il y a trop de régulation, qui ne supportent pas la régulation. Il y en a d'autres qui se suicident parce qu'il n'y a pas assez de régulation. Bref, on peut essayer de, derrière ce qui est enregistré comme radicalisation, faire voir des logiques tout à fait différentes. Alors, nous, on en a identifié au moins 4 grandes logiques. Hein, je vais vous les décrire très rapidement parce que vous allez voir qu'elles se diffractent différemment selon le genre. Bon. Il y a une forme très féminine qu'on a vu se développer dans l'enquête, qui est une logique qu'on a appelée une logique apaisante. Alors, vous allez voir, c'est une sorte d'oxymore bizarre, radicalité apaisante, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu dans l'enquête, par exemple, des jeunes femmes qui ont typiquement des trajectoires comme celle que, comme tu l'appelais Laura, nous on l'appelait Jessie, je crois que c'est la même, mais elle est renommée évidemment. Donc ce sont des jeunes femmes qui très souvent donc, ont des trajectoires effectivement cassées, avec des familles très très compliquées, dans lesquelles finalement embrasser la religion, et pas nécessairement dans sa version comme le cas qui nous a été décrit très dur, est une forme de mettre en ordre des désordres familiaux. Face à des situations extrêmement compliquées, on va mettre en ordre des désordres familiaux. Et au fond, là aussi, on est sur un mécanisme extrêmement commun. Vous allez me dire, au fond, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'une jeune fille mette un voile et trouve un cadre qu'elle ait des conduites conduite sexuelle à risque, de prise de produits, etc. Beaucoup de travailleurs sociaux pourraient dire, en fait, c'est peut-être pas plus mal. Bon. Pourquoi c'est enregistré, à un moment donné, par la justice comme radicalité? Tout simplement, ça va le devenir quand ce type de comportement, qui peut être très banal, va achoper avec les valeurs des parents, qui vont les signaler aux autorités, notamment, par exemple, aux cellules préfectorales. Je vais vous citer un simple exemple là-dessus. On a une jeune fille, comme ça, qui a une histoire tout à fait tragique, dans laquelle vous avez toute une série de violences conjugales donc dans le couple, sur les enfants, avec une problématique alcoolique très forte. Le couple parental picole beaucoup, donc une violence très présente. La mère se sépare de ce compagnon alcoolique et violent et se remet en ménage avec un compagnon alcoolique et violent. La maltraitance continue. Et puis la mère, finalement, se sépare de ce compagnon alcoolique et violent et, explique-t-elle, entame une relation homosexuelle pour se protéger de la violence des hommes. D'accord? Dans cette relation homosexuelle, elle continue sa consommation très forte d'alcool, elle commence une vie dans laquelle elle sort beaucoup, elle multiplie les partenaires, etc. La fille aînée fait la même chose. Elle suit la mère, d'ailleurs la mère et la fille sortent ensemble dans des bars. Et tout ça. Comment réagit la cadette? Elle met un voile sur la tête, elle dit le voile me protège de l'alcool, il me garantit une sexualité monogame dans le cadre du mariage, et le mariage va me protéger de la violence sexuelle, de la violence de genre. C'est pas vrai en fait, mais c'est ce qu'elle dit. La mère prend un peu ça contre elle, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, c'est une mise en ordre des désordres familiaux, mais c'est aussi une condamnation explicite des comportements des parents, de la mère en l'occurrence. Et c'est la mère qui, évidemment, formarie par cette condamnation explicite, signale à une cellule préfectorale qui vaut à cette jeune fille de se retrouver signalée, vous voyez, dans une base judiciaire. Et pourquoi j'ai insisté, vous voyez, sur cette dimension relationnelle du signalement, c'est très important. On a tout un tas de comportements qu'on a appelés rebelles, où des crises d'adolescence traditionnelles se reformulent sous l'angle de l'adhésion, au moins en parole, au djihadisme. On a tout un tas de conversions chez les mineurs dans des familles catholiques, dans des familles athées, dans des familles communistes. Bon, vous êtes un ado aujourd'hui, vous êtes dans une situation très conflictuelle à l'intérieur de votre famille, avec un encadrement, ça ne se passe pas bien. Une bonne manière de déstabiliser vos parents, c'est de faire ça. Je vais vous prendre un exemple, on a un cas comme ça très, très net, d'un père qui est militaire français déployé en opération extérieure. Il est légionnaire, il est déployé en Afghanistan, avec un discours très anti-musulman. Il rentre chez lui, son fils a une barbe comme ça, et il ponctue toutes ses phrases par des sourates du Coran en arabe. Bon, ça fait réagir le père.
vous imaginez, évidemment que ça le fait réagir. C'est fait pour le faire réagir. Alors, je prends un exemple comme ça très caricatural, mais on en a tout un tas. Hein. On en a un, il dit, bah voilà, moi j'aime pas la seule chose que je pourrais pas supporter pour mon fils, c'est qu'il soit musulman ou qu'il soit pédé. Bon, bah voilà. Papa, j'ai une mauvaise nouvelle. Voilà. Bon. Bref, on a toute une série de ce genre de cas. Avec attention, et c'est très important, ça ne veut pas dire que ça ne va pas, le compris, amener à des passages à l'acte. Dans beaucoup de cas, on va voir finalement des escalades, et grosso modo la radicalisation des positions du gamin, radicalisation des positions des parents, et puis à un moment donné, ça monte, et puis bon, à un moment donné, il y a un des parents qui comprend qu'on va nulle part, et ça redescend. On a des lettres au juge en disant « Non, monsieur le juge, je me suis inquiété, enlevez la mesure d'AEMO, en fait, bon, ça va, on a renoué le dialogue, etc. » Mais on a aussi des cas dans lesquels ça ne dialogue pas. Et l'escalade continue, et là, on peut avoir, y compris, des passages à l'acte. Bon. Vous voyez, logique apaisante, logique rebelle. On a une autre logique qui, là, est moins féminine, celle-là, elle est beaucoup plus masculine, même si on en retrouve quelques filles qui sont plutôt ces filles de la rue, qui est une logique, qu'on pourrait dire, provocatrice. Pour ceux que vous suivez d'habitude, pour les petits délinquants, s'ils veulent emmerder un éducateur, s'ils veulent emmerder un enseignant, il n'y a pas beaucoup mieux sur le territoire actuellement que cette question-là. Souvenez-vous, ces enfants que vous suivez, qui sont connus pour beaucoup d'entre eux par les institutions depuis leur naissance. Ils ont connu les placements, ils ont connu les familles d'accueil, ils ont connu les exclusions scolaires, ils ont connu la police très tôt, ils ont connu la justice pénale très tôt. Ces gamins institutionnalisés, on oublie une chose, c'est que si vous êtes très connus par les institutions, ça veut dire aussi que vous connaissez très bien les institutions. Et vous savez parfaitement comment les faire tourner en bourrique. Pensez, 2015, injonction institutionnelle à la solidarité avec les victimes, minute de silence dans les établissements scolaires, etc. Vous êtes un mauvais élève, qu'est-ce que vous faites? Allah Akbar pendant la minute de silence, c'est bien le minimum que vous puissiez faire. Et je prends cet exemple parce qu'on a toute une série de cas dans les dossiers qu'on a pu étudier qui fonctionnent très très bien. Ça déstabilise l'institution et ça revalorise votre position. Je vais vous citer un simple exemple très rapidement, vous voyez ce à quoi je fais référence. On a un jeune qui a une mesure de LSP, une mesure classique pour un fait de petite délinquance. Dans le cadre de cette mesure, ils doivent mener un travail sur l'égalité de genre, égalité homme-femme. C'est un travail qui va se faire avec la réalisation d'un petit clip vidéo sur l'égalité homme-femme. Il arrive dans le théâtre où ça se passe, il dit, oh bah tiens, on dirait le Bataclan. Vous imaginez les professionnels, vous vous souvenez de la thématique de l'atelier, et là il dit, bah, il commence à tenir un discours extrêmement négatif sur toutes les femmes présentes. Et puis il va voir la réalisatrice, et puis il lui dit, je vais t'égorger toi. Non, je rigole. Qu'est-ce qui se passe? Pendant toute la journée, il pourrit l'atelier. L'atelier, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, vous imaginez les professionnels. Et vous voyez, puisque vous connaissez bien ce type d'adolescent, le double bénéfice. Un, il a bousillé l'atelier. Premier bénéfice. Il y avait un atelier sur un thème, il l'a bousillé. Mais deuxième élément, et vous allez voir que si vous avez en tête ce type de gamin avec des difficultés, etc., durant toute la journée, il a accaparé sur lui tout seul toute l'attention des adultes. Double bénéfice fantastique. Et ça, vous voyez, c'est pourquoi je vous en parle, parce que évidemment, ça, ce registre-là, il est plus masculin, on le retrouve plus facilement chez les petits délinquants, hein, mais on retrouve ça chez quelques filles qui ont ces trajectoires cassées, vous voyez, qui passeront dans les bancs, dans la rue, etc. Et puis j'en viens très rapidement sur, au fond, ceux dont Léa a commencé à parler, c'est-à-dire, vous voyez, les trois dont je vous ai parlé là, ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec de l'engagement. Ce ne sont pas des gens qui sont engagés dans un projet idéologique de transformation de notre société. Ils utilisent ce registre-là dans les conflits qui les opposent aux institutions, à leurs familles, etc. En revanche, on en a, et on en a un certain nombre, on les a à peu près tous ceux en tout cas qui ont été saisis par la justice, il y a des gens qui se sont engagés dans un projet idéologique, qui était un projet, effectivement, inséparablement religieux et politique, qui est un projet idéologique. Alors là, je vous le disais, c'est assez intéressant, on a un tiers de filles. On a un tiers de filles dans cette question. Et alors, je vais être très rapide dans la caractérisation. Ça nous a un peu surpris parce que pour la plupart de ceux qu'on avait, on n'avait pas des petits délinquants, on n'avait pas des trajectoires comme Laura, on avait plutôt des jeunes femmes
issus de fractions stables des milieux populaires, vous voyez, plutôt des parents employés, enfin avec des emplois. C'est pas du tout et d'ailleurs les éducateurs l'écrivaient dans les rapports. Et ils disaient, c'est pas notre public habituel. Finalement. C'est les gens, on les connaît pas. Ils n'étaient pas connus pour des faits de petite délinquance. Ils n'étaient pas connus. Ils étaient plutôt des bons élèves, c'est-à-dire des gens qui en tout cas étaient conformes scolairement, qui généralement étaient scolarisés dans le secondaire, dans des sections générales de l'enseignement secondaire. Bref, vous voyez, des publics qui ne sont pas du tout les publics habituels, si je puis dire, de la justice des mineurs. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quelque chose d'intéressant. C'est que, au fond, et c'est assez congruent avec notamment des analyses de la clinique sur ces questions, on a des familles qui ont à peu près une configuration assez similaire, c'est-à-dire qu'au fond, garçons comme filles sont chargés d'une mission parentale d'ascension sociale. C'est-à-dire qu'il y a une pression extrêmement forte sur ces jeunes gens, de la part des familles, d'une ascension sociale par l'école. Ils ont une sorte de mission. Alors, c'est très concret, ça veut dire que les parents contrôlent les fréquentations, oui, très, très étroitement. Il y en a un, je cite souvent ce père parce qu'il est significatif, il dit voilà, je pense qu'il faut sécuriser le milieu. Je suis délégué des parents d'élèves, comme ça je sais ce qui se passe à l'école. Je suis représentant des locataires, comme ça je sais ce qui se passe dans le quartier. Je suis représentant du conseil du culte de la mosquée, comme ça je sais ce qui se passe à la mosquée. C'est carré. On en a qui se cachent dans les buissons pour voir qui leurs enfants fréquentent au collège. Mais bon, il y a un contrôle très fort des fréquentations, et puis un investissement pour que ces gamins, ça marche à l'école. Ils ont leur propre chambre, il y a un appartement, on n'a pas assez de chambres pour que les enfants aient un lieu pour travailler, on sacrifie une pièce et on en fait une bibliothèque. Bref, grosse pression, vous voyez, pour que ça marche. Garçons comme filles, on enlève les tâches domestiques, y compris aux filles, ce ne sont pas elles qui vont faire les tâches domestiques. Bref, on fait en sorte que ça marche à l'école. Et ça marche bien. C'est des bons élèves au collège, c'est des bons élèves. On en a une, à ses 13 ans, elle écrit son premier bouquin. Et ça se tient. C'est un dialogue entre elle et elle morte. C'est sympa. C'est sympa, mais ça se tient. C'est moins déconnant que la plupart des copies des étudiants que je lis, y compris de M2. Bon, ça tient. Bref, donc on a des gens qui ont des appétences scolaires. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que donc ils arrivent au lycée. C'est des gens qui viennent des milieux populaires, c'est le haut des milieux populaires. Et ils passent du collège de quartier au lycée de centre-ville. Et là, ils sont confrontés à plusieurs phénomènes. Élévation du niveau scolaire, de l'exigence scolaire. Ils étaient bons, ils étaient en tête, ils deviennent moyens, voire médiocres. Ils tous décrivent les petits commentaires des enseignants. Vous savez, nous les enseignants, on n'aime pas les médiocres. On aime bien les bons, on sait gérer les mauvais, mais ceux de milieu, c'est pas très intéressant. Et puis, ils subissent aussi les brimades des autres groupes sociaux, de ces petits bourgeois de centre-ville qui les voient venir de très mauvaise manière. Racisme social, se mélange. Il y en a un, c'est le seul arabe de sa classe, on l'appelle le kamikaze. C'est bien qu'évidemment, les arabes sont tous des kamikazes, comme chacun sait. On était surpris à un moment donné de la récurrence des brimades. Dans tous les dossiers, ces jeunes se plaignent des brimades sur leur physique. Il est un peu gros, il a une moustache. Donc on s'est dit, c'est chouette, on a trouvé une corrélation mécanique entre le fait d'être djihadiste et le fait d'être moche. Ça va être pratique pour les politiques de prévention. Mais non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est quoi se moquer du physique des gens? C'est tout simplement dire des formes de racisme social que vous ne pouvez pas dire. Vous n'allez pas dire je t'aime pas parce que t'es arabe ou je t'aime pas parce que t'es prolo. Par contre, te dire t'es un peu gros, non? T'as un peu de moustache. Bref, ce sont des processus d'exclusion. Et qu'est-ce qu'on voit très nettement? Et là, je ne suis pas sur un processus genré, ça marche autant pour les garçons que pour les filles. Ils vont se saisir de l'idéologie djihadiste pour prendre le contre-pied de l'école, qui les a trahis, disent-ils, et de la famille, cette famille qui a fait ses efforts forcenés d'intégration. Et c'est-à-dire qu'ils vont réinvestir leur appétence intellectuelle dans un projet qui leur permet de prendre le contre-pied de tout ça. Et je reviens sur ma dynamique de genre. Prendre le contre-pied de la famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire ses parents qui sont souvent des musulmans modérés, avec une pratique, je disais tout à l'heure, ils sont une pratique modérée de l'islam. Ça suppose de prendre le contre-pied de cela. On a beaucoup de dossiers, par exemple, vous avez des mères au Maroc, en Algérie, qui ont eu des scolarités longues, qui sont arrivées au bac, par exemple, mais qui ont été bridées dans leur scolarité, qui donc ont réinvesti ici dans la scolarité de leurs enfants, garçons ou filles. Qu'est-ce que c'est le contre-modèle de la mère qui veut qu'on réussisse à l'école? C'est précisément le voile, c'est précisément un rôle très traditionnel de la femme qu'on va revendiquer.
Mais je vous assure, je ne vais pas dépasser. Non, vous n'avez pas encore sorti le papier, mais je contrôle le temps. Mais ce qui est tout à fait important, oui, on est sûr. Ce qui est tout à fait important dans ce processus-là, c'est qu'au fond, je vous disais, il se réinvente un groupe. Ce que je vous ai décrit, ce processus-là, hélas, il ne concerne pas que des jeunes djihadistes, des gens qui décrochent au lycée et qui se retrouvent dans des situations très très compliquées. Ça concerne, hélas, des dizaines de milliers d'enfants dans nos écoles. Hélas. Qu'est-ce qu'on voit très nettement dans l'enquête? C'est que ils ne vont pas le vivre individuellement. Ils vont progressivement fabriquer un petit groupe. Ils vont commencer à chercher sur Internet, dans le quartier, dans la famille, dans les lieux de culte, des gens qui ont connu la même expérience. Une le résume très bien, elle dit « J'ai rencontré des gens qui avaient des difficultés, qui avaient les mêmes difficultés que moi ». Et ça, c'est très important parce que ça vous arrache à la culpabilité individuelle. Si vous avez échoué dans la mission parentale et que vous êtes tout seul, vous faites de l'anorexie, vous faites une tentative de suicide. Si vous vous rendez compte que c'est lui, elle, c'est le début d'une prise de conscience. Et on va voir se mettre en place une dynamique collective dans laquelle, là pour le coup, les garçons, les filles jouent un rôle tout à fait important. Se constitue une petite communauté de plus en plus autonome, de plus en plus cohérente. L'une le dit très bien, elle dit « J'ai arrêté de parler à des gens qui ne pensaient pas comme moi ». Mécanisme très classique là aussi. Vous voyez, les plus modérés, les plus mous s'écartent de cette communauté, les autres se resserrent. Les relations se densifient à l'intérieur, elles prennent de plus en plus de consistance, on y crée de la loyauté, de l'amitié. L'une le dit très justement, elle dit « des autres moi ». J'ai fabriqué des autres moi. Là, on est vraiment, vous voyez, sur une dynamique, un groupe qui devient cohérent en lui-même. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au fond, qu'est-ce qu'on voit dans ces jeunes quelles sont les trois choses qui les intéressent, qui les mobilisent? La Syrie, c'est le premier élément. On ne comprendrait pas l'inflation énorme du départ d'un certain nombre de jeunes et d'arrivée d'un certain nombre de jeunes dans l'antiterrorisme sans comprendre la dynamique syrienne. La dynamique syrienne, c'est pour parler comme Foucault, c'est une hétérotopie, c'est-à-dire le lieu où se construit concrètement une utopie. C'est une dimension extrêmement mobilisatrice pour ces jeunes. C'est là-bas que ça se passe, comme nous le disent un certain nombre de ces jeunes. Il y a quelque chose de concret qui se crée sur un territoire. Ça, c'est extrêmement important pour mobiliser. Mais, et c'est très important, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Ils projettent tout ce qui ne va pas ici. L'incapacité de porter le projet parental dont je vous parlais, ça a créé évidemment des tensions avec les familles. Vous vous doutez bien, ils ont échoué. Et dans les lettres qu'ils laissent, un grand nombre font état de cette tension familiale. Et on s'est rendu compte, en faisant une analyse de séquence, que intensification des tensions familiales, ça facilite les départs. Le départ, c'est ce qui vient résoudre la tension familiale. Pour d'autres, ça résout la Syrie en même temps la question économique et financière. Là-bas, j'aurai une maison et un salaire, nous dit l'homme. Ah oui, leur projet, au sens général, s'est effondré. La Syrie, ça vient apporter une question. Tu le disais tout à l'heure, la sexualité. Vous doutez bien que si c'était des bons élèves très investis dans la scolarité, la sexualité, elle était totalement absente, très largement absente, en tout cas des trajectoires de nombre d'entre eux. La Syrie, ça vient miraculeusement régler la question de la sexualité. Et on pourrait rajouter l'étude. Là-bas, il y aura les meilleures écoles coraniques, nous dit l'un d'entre eux. Et vous voyez bien, puisque vous êtes des spécialistes de l'enfance et de l'adolescence, comment, et la Syrie, c'est aussi ce qui permet le passage à l'âge adulte. Je passe de cette jeune fille dans ma famille au statut de mère potentielle et d'épouse de combattants. Vous voyez que le saut de l'autonomie est tout à fait important. Et je pense que là-dessus, il y a quelque chose qui est, pour nous, difficile à penser. Vous vous souvenez, le traitement judiciaire, je vais être rapide, au début des filles, il y avait grosso modo les filles, elles avaient à peu près deux possibilités. On leur avait fait miroiter une promesse de mariage ou elles voulaient aller faire de l'humanitaire. Bon, c'est-à-dire c'était des pauvres gourdes, quoi, c'était des pauvres cruches qui étaient incapables d'avoir un engagement politique et idéologique. C'est un peu, voilà, c'était des victimes, quoi. Et quand vous rentrez dans les dossiers, vous vous rendez compte que pas du tout. Elles sont véritablement des actrices. Ce sont des gens qui sont mobilisés. Et évidemment, c'est compliqué intellectuellement de penser que partir en Syrie dans ces conditions-là, ça peut être une condition de l'émancipation. Évidemment, ça choque politiquement, ça choque moralement. On se doute bien qu'endosser ce rôle-là, c'est pas émancipateur du point de vue de nos canons.
du point de vue évidemment des trajectoires d'un certain nombre de jeunes, il faut être capable de voir qu'est-ce que ça vient remplir comme fonction dans leur trajectoire, et ça peut être notamment cette fonction de l'émancipation. Deuxième élément, et je terminerai là-dessus, ce qu'on voit très nettement, ce qu'ils adorent faire, c'est aussi être des petits intellectuels de la cause. Vous avez compris, beaucoup ont des appétences scolaires, ils adorent écrire. D'ailleurs, ils aiment tellement écrire qu'un certain nombre d'entre eux ont été arrêtés pour ça. Parce que souvent, ils ont tellement été bavards sur Telegram et ailleurs que grand nombre d'entre eux sont tombés pour ces raisons-là. Mais les filles, par exemple, qu'on a étudiées, un grand nombre d'entre elles sont des administratrices de chaînes Telegram. C'est-à-dire qu'elles produisent de l'information. On a eu une tendance à penser souvent, vous voyez, une sorte de manipulation. Vous auriez des gens comme Rachid Kassim ou Omar Homsen, vous voyez, qui enverraient des choses sur des chaînes Telegram, et les gens, comme des marionnettes, se mettraient à agir. Pas du tout. Ces gens-là sont aussi des producteurs idéologiques. Ils prennent de l'information, ils écrivent des textes, ils montent des trucs, etc. Et notamment là-dessus, on a tout un tas de jeunes, on en a qui se définissent, ils disent on est des moudjahidines du clavier. Les moudjahidines, les combattants du clavier. Et c'est pas rien d'être un petit intellectuel de la cause. Vous voyez, tout ceci est évidemment très important. Donc voilà, je plaide en tout cas, je pense que c'est important, et je termine vraiment là-dessus. Vous voyez, sur... je voudrais que vous reteniez deux choses. Vous voyez, faire très attention quand on parle de radicalité, au fond de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Ce dont je viens de terminer, je suis en train de vous parler pas de radicalité, je suis en train de vous parler d'engagement. L'engagement, c'est à l'évidence pas la même chose que la provocation ou que la provocation de la famille ou la provocation d'institutions. On peut passer de l'un à l'autre, évidemment, il y a des circularités possibles, évidemment. Mais ce sont des logiques qui très souvent sont des logiques très différentes. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, vous voyez qu'il y a une affinité particulière entre des registres de genre, évidemment, et un certain nombre de choses. La provocation des petits délinquants, elle est moins immédiatement accessible aux filles, parce qu'il y a évidemment des canons de genre. Mais pour ce qui est de l'engagement, je pense que là-dessus, on peut trouver des micro-différences, mais je pense que prendre au sérieux aussi la capacité de subjectivation d'un certain nombre de gens et la capacité à s'engager, c'est sans doute aussi une clé pour comprendre ce à quoi on est confronté. Je vous remercie pour votre attention. Merci Laurent Bonelli pour cette passionnante intervention qui va sûrement susciter des questions. Oui, bonjour, monsieur Taouli, je suis travailleur social et en fait, il y a à peu près maintenant 2 ans, Madame El Khomri, qui était à l'époque ministre du Travail, avait demandé au Conseil national des missions locales d'organiser un séminaire à l'attention des travailleurs sociaux des missions locales de 2 jours. Donc en 2 jours, soi-disant, les travailleurs sociaux devaient pouvoir identifier un futur terroriste. Bon. Alors moi je me suis dit que ça va être un peu intéressant de voir ce que vous nous racontez. Alors, sur la partie islamique, je raconte n'importe quoi, ce que je peux vous dire, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais je peux, que je sais raconter n'importe quoi. Par contre, ce qui était beaucoup plus intéressant, c'était l'après-midi, parce qu'on avait eu un cours d'un spécialiste de la lutte anti-terroriste. Et en fait, je veux dire, c'est quand même inquiétant de voir à quel point la France, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, à quel point la France à l'époque, en fait, au plus haut niveau, faisait tout, en fait, sans doute malgré elle, pour que des jeunes, comme vous avez très bien dit, qui ont déjà une envie de provoquer, bon, c'est déjà assez large. Au-delà de ça, les jeunes auxquels les missions locales ont affaire, en général, sont des jeunes qui sont en situation d'échec scolaire, voire d'insertion. Donc, est-ce que pour vous, en tant que sociologue, il y a une culpabilité de l'État dans cette affaire-là? C'est-à-dire que, est-ce que l'État n'est pas en train de mettre de l'huile sur le feu, en gros, vous les caricaturez, en disant, après 5 jeunes en difficulté, attention, il y a peut-être un discours terroriste. Je voudrais juste faire une petite remarque avant que Laurent réponde sur cette distinction entre radicalisation et engagement, et je voudrais rajouter aussi que tous les jeunes engagés ne sont pas des terroristes. Enfin, ça me semble aussi important de le dire, que tous ceux qui sont partis en Syrie ne sont pas des terroristes, forcément.
Alors effectivement, je pense que il faut pas. Le problème, c'est qu'on peut difficilement séparer les réponses d'État des contextes dans lesquels elles sont prises. Et effectivement, la plupart des dispositifs qui ont vu le jour dans l'urgence, dans le contexte post-attentat, avec effectivement. Quand on a fait l'enquête et qu'on a interrogé un certain nombre de professionnels, grand nombre d'entre eux ont en fait une peur bleue, au fond, qu'un gamin qu'on suit, demain, se retrouve à la une de la presse, quoi. Je pense que c'est une peur extrêmement légitime. Donc une des formes de réponse, mais qui là encore est assez classique, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire on prend le worst case scénario, le pire scénario, et on dit bah, c'est sans doute ça qui peut se passer, même si effectivement on se rend compte que dans l'essentiel des cas, c'est pas ça. Donc ça, c'est le premier élément de réponse, si vous voulez. Et évidemment, vous avez raison de penser qu'il faut en tout cas qu'on questionne notre propre action comme institution quand on fait un certain nombre de choses. Je vais vous citer un exemple, parce que je crois qu'il est assez parlant de cela. J'ai un collègue qui s'appelle Francesco Ragazzi, qui a fait une très belle enquête sur Birmingham. Birmingham, donc en Grande-Bretagne, encore membre de l'Union européenne, et Birmingham, ils ont mis en place des politiques de lutte contre la radicalisation. Alors, politique de lutte contre la radicalisation, c'est passé, ça ne va pas tellement vous surprendre, sur les canaux de la lutte de la prévention de la délinquance. Au fond, grosso modo, là où hier on faisait la prévention de la délinquance dans les quartiers pauvres de Birmingham, on est passé à la prévention de la radicalisation. Ce sont les mêmes associations qui le font. Ils ont fait un peu des copier-coller dans leur programme pour remplacer délinquance par radicalisation, et voilà. Bon. Mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Là où hier on mettait en place des politiques sportives, par exemple, pour les jeunes désœuvrés du quartier. Aujourd'hui, pour qui sont ces politiques? Pour les jeunes musulmans du quartier. Donc que font ceux qui ne sont pas musulmans? Une partie d'entre eux se convertissent à l'islam pour continuer à jouer au foot avec leurs copains. Et les autres radicalisent leur discours en disant « Regardez, il n'y en a que pour les musulmans ». Et commencent à tenir un discours extrêmement anti-musulman. On disait « Regardez, ils viennent tout prendre ». Donc vous voyez comment une politique publique, dont on ne peut pas contester le bien fondé ou la bonne volonté, participe à construire le monde comme divisé entre musulmans et non-musulmans. C'est-à-dire exactement la vision des néoconservateurs, Huntington serait ravi, ou la vision des plus grands apôtres de Daesh, qui construisent eux aussi le monde de cette manière-là. Donc en réalité, vous voyez, je pense qu'il faut essayer effectivement d'être conscient effectivement, de qu'est-ce qu'on fabrique quand on fabrique des politiques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une montée de ce phénomène de radicalisation qui est peut-être montée en épingle par les médias, parce que vous parlez d'engagement et justement, je suis assez contente d'entendre ça, parce que moi j'ai l'impression que l'engagement il a toujours existé. Il y avait des groupes d'extrême gauche dont vous parliez tout à l'heure dans les années 70, la bande Abadère, les Brigades Rouges. Il y a toujours eu des jeunes qui se sont engagés dans des mouvements révolutionnaires, maintenant intégristes, religieux, mais c'est pas quelque chose de nouveau, quoi. Des attentats, il n'y en a pas eu que depuis Daesh. J'ai l'impression que tout ça est monté en épingle par les médias. Alors peut-être qu'il y en a plus qu'avant, je ne sais pas, j'ai pas quantitativement, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a quand même effectivement dans la lignée de ce que vous venez d'expliquer, une volonté de diviser et de stigmatiser une partie de la population. Après, ce sera quelqu'un d'autre, certainement. Les musulmans vont passer leur tour et il y en a d'autres qui prendront le relais. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit pensé de cette manière-là. Effectivement, on se rend compte que sur la question de la violence politique, on a très souvent de l'amnésie. Ça, c'est important. Il faut rappeler que depuis la guerre d'Algérie, en France, tous les 10 ans, à peu près, vous avez une vague de violence politique. Alors, on l'oublie. Il y a eu une seule période bénie, c'est grosso modo entre 2001 et la décennie 2000, jusqu'à Mohamed Merah. On se dit, ah ben voilà, ça réapparaît. Mais on oublie que dans la décennie 2000, il y a eu les attentats du 11 septembre, il y a eu les attentats de Madrid, il y a eu les attentats de Londres. C'est-à-dire, bon, il y a quand même, c'était pas une décennie si calme que ça. Donc en réalité, tous les 10 ans, vous avez une vague de violence politique qui est liée à des choses très très différentes selon les cas. Bon. Ça, c'est le premier élément. On a toujours l'impression qu'il y a de la nouveauté et tout ça. Deuxième élément, et je pense que c'est pas qui est allié avec cela, c'est qu'effectivement, tout cela est traité dans le cadre d'une urgence politique permanente. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu qu'effectivement, il y a souvent, et comme professionnel vous avez pu le ressentir, il y a parfois des injonctions politiques à agir, alors que parfois vous dites, bon, en réalité, on a déjà les outils sous la main pour pouvoir agir. Bon,
politique, il faut souvent faire des choses, c'est dire qu'on les fait. On peut pas... En réalité, je vais vous dire un secret, mais il semblerait que la justice antiterroriste et la police et les services de renseignement et les services de police n'étaient pas complètement démunis en matière d'outils législatifs et d'outils techniques pour traiter les questions de violence politique. Ce n'est pas les plus mal lotis, vous voyez, à tout un tas de niveaux. Bon. Or, vous voyez qu'évidemment, à chaque fois, on en rajoute toute une couche. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir en tête, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, d'être capable, vous voyez, de revenir sur des logiques d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne s'engage pas n'importe où. Hein, vous voyez, les gens qui s'engagent dans des ZAD, ce n'est pas le même type de trajectoire que des gens qu'on a pu étudier ici. Ce n'est pas le même type de gens. Vous avez aujourd'hui des formes d'engagement dans l'extrême droite violente, par exemple, qui sont tout à fait intéressants et qui sont, pour le coup, assez nouveaux. Hein. Vous avez en regain aujourd'hui des mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec entreprises terroristes d'extrême droite violente, ça n'avait pas été le cas. Et vous voyez que ces phénomènes-là, en tout cas, entretiennent entre eux des relations. Vous voyez, tout un tas de gens qui se sont engagés à l'extrême droite violente invoquent les attentats du Bataclan pour dire cela. Tout ça. En réalité, il faut essayer de penser tous ces mécanismes-là en ceux, plutôt que de construire des communautés de suspects. Vous avez raison. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, c'est l'heure de la pause café. Un quart d'heure. Super.